super. Dernière conférence de cette, longue journée de conférences et on va finir sur finalement, est-ce qu'on se réinventerait pas avant de se transformer? Donc on va commencer cette dernière conférence par se présenter. Je suis, coach agile et formateur chez SOAT. Je m'appelle Brice Hugon et donc aujourd'hui, on va parler de transformation. On en a parlé toute la journée. Je suis chez SOAT depuis 2008 et mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les gens sur des transformations, qu'elles soient personnelles, d'équipe, de service ou d'entreprise, et de les former à différentes pratiques agiles pour pouvoir accélérer leur transformation et les aider à atteindre leurs objectifs. SOAT, vous l'avez vu tout au long de la journée, ce petit diagramme, nous sommes une équipe de coach agile qui vous accompagne, vous forme autour de vos besoins, business management, agilité, etc. Plus d'informations, vous les trouverez sur notre site web, sur nos contacts également, n'hésitez pas. Passons sur le vif du sujet. Et avant ça, on va parler systémique. Alors la systémique, c'est pas forcément quelque chose qui est ultra développé chez tout le monde encore. Du coup, on va parler un petit peu déjà d'un des fondateurs, un des pères formateurs de ce mouvement, voilà, la systémique de Palo Alto, Gregory Bateson, qui lui parlait de 2 types de changements. Pour lui, il y avait 2 types principaux, hein. On l'a vu, une transformation, c'est un changement et donc on peut avoir 2 types de transformations également. Le premier changement, le changement de type 1, sera caractérisé par l'homéostasie. Eddy en avait parlé dans sa conférence plus tôt. C'est un système qui cherche à retrouver son équilibre. Les changements se font au sein du système. Deuxième, finalement, changement, qui est l'évolution. L'évolution, le système va changer complètement, on va changer les règles du jeu, finalement, de ce système. Ce sont donc les deux transformations et deux changements possibles selon lui. Si je vous montre cette petite image avec un bonhomme qui veut lâcher, donc la célèbre hein, boule d'Archimède, je crois, un truc comme ça. Bref, vous connaissez les, hein, vous avez des petites boules qui sont attachées sur des câbles, vous en lâchez une, elles viennent taper. Quel type de changement, de transformation va s'opérer à ce moment-là? Selon vous, on partirait plutôt sur un système d'homéostasie, changement de type 1, ou une évolution, changement de type 2? Je vous laisse quelques secondes répondre. Je vois que pour l'instant, le 1 l'emporte. Effectivement, si je laisse suffisamment de temps, le système va revenir à l'état stable de départ. Toutes les billes sont à l'arrêt, fixées par les règles de la pesanteur. Plus d'énergie cinétique qui vient faire bouger les boules les unes par rapport aux autres. Le système reprend sa position de départ. Donc les types de changements, c'est pas forcément quelque chose de très évident. On a, hein, quand on apprend un petit peu la systémie, on y passe pas mal de temps à définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Le premier changement, l'homéostasie, ça va être l'équilibre du système, la modification, peu importe la transformation, modification, changement qu'on veut apporter, il va s'opérer au sein des éléments d'un système. Le changement de type 2, ce sera l'évolution. On va faire changer le système, on va modifier les règles du système. Finalement, on va changer les règles du jeu. Pour vous illustrer ça, un exemple avec du VTT en montagne. Vous êtes sur votre vélo, vous attaquez une énorme côte, ça monte. Votre objectif, c'est de garder la même vitesse. Pour ça, 2 types de changements. Le type 1 qui sera le changement de type 1 homéostasie. Je ne change pas le système, du coup, je vais appuyer de plus en plus fort sur les pédales pour continuer à garder mon rythme. On est d'accord qu'à un moment donné, mes jambes ne vont plus suivre. Je vais plus arriver à pousser assez fort, je vais me fatiguer, je vais m'essouffler, ça va monter trop fort. Je n'arriverai plus tout simplement à avoir la force suffisante pour pousser sur les pédales, je vais me fatiguer. Changement de type 2, je vais changer de vitesse. Je vais changer le système vélo en changeant le ratio des vitesses pour avoir finalement une force moindre à appuyer sur les pédales. Alors certes, je vais pouvoir probablement devoir pédaler plus vite pour conserver la même vitesse. Mais je retrouve un état sur lequel moi, je peux finalement continuer à avancer et à pousser sur les pédales. Donc voilà comment on peut un peu hein, illustrer ces deux types de changements. Changement de type 1, j'appuie plus fort, je ne change pas le système.
Changement de type 2, je change le système pour retrouver un niveau acceptable. Maintenant, revenons un petit peu sur les transformations, les changements. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. On sait, hein, révolution industrielle, à chaque fois, ça a changé pas mal de choses. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle finalement? Pourquoi on appelle ça la révolution industrielle? Eh bien, la révolution industrielle, c'est défini par un changement très profond de la société par le biais d'un changement majeur au sein de l'industrie. C'est donc l'industrie qui va changer et qui va induire un changement plus tard sur la société. En général, donc c'est pas n'importe quelle nouvelle technologie, hein, qui va provoquer une révolution industrielle, mais parfois une technologie, ou plusieurs, va être suffisamment profonde, différenciante, pour finalement modifier la façon dont on travaille, dont on vit, et notamment un des vecteurs, un des révolutions industrielles, un des marqueurs forts, c'est aussi le mode de communication. On va changer la façon de communiquer. Et donc ça, il y en a eu plusieurs. Et oui, c'était notamment une des phrases choc de Steve Jobs: «Ceci est une révolution». Si on revient sur l'exemple premier, on verra que c'était peut-être pas toujours vrai. Première révolution industrielle, on est environ 1765. Le vecteur industriel provoquant cette révolution industrielle, c'est la technologie de la vapeur. La vapeur apporte un changement très fort dans l'industrie. On peut mécaniser, hein, via des systèmes mécaniques propulsés par la vapeur. Donc on a une illustration d'une locomotive à vapeur, hein, qui a permis de faire la conquête de l'Ouest, etc. Tout ça, on a observé des changements plus tard sur la société, notamment l'augmentation de la productivité, que ce soit des entreprises, mais aussi agroalimentaires. Les transports maritimes et ferroviaires se sont démultipliés, se sont affranchis des limites du vent, de la houle, mais également de la capacité des chevaux, des bœufs, et cetera, pour tout ce qui était plutôt, sur le transport terrestre. La machine ne fatigue pas, la machine peut faire des kilomètres sans avoir besoin de changer de machine, et cetera. En parallèle, d'autres industries en ont profité, hein, on pense au textile, à la sidérurgie. Forcément, quand on a voulu faire des longues locomotives avec des rails, il a fallu, produire de l'acier pour pouvoir, fournir cet effort de révolution. Il a fallu enfin les machines ont permis de révolutionner l'industrie du textile, et cetera, et cetera. On a eu des entreprises qui ont réussi à se transformer, à changer finalement, bah, comment on concevait la vie, la communication et le travail. Et ces entreprises, on a des exemples assez connus aujourd'hui, hein, la SACM, Société alsacienne de construction mécanique, devenue aujourd'hui Alstom, un des leaders dans le monde du transport, sur rail. Dans le textile, on a Burberry, une des plus anciennes, enfin d'ailleurs parmi le top 10, hein, des plus anciennes marques de luxe au monde. Burberry, spécialiste du textile, c'est des entreprises qui ont réussi à voir comment tirer profit de cette nouvelle technologie pour, finalement, être devant les autres. Deuxième révolution industrielle, toujours pareil, on est bon là on est plus tard, on est 1870. Deuxième nouvelle technologie qui crée une nouveauté qui était vraiment marquante, l'électricité. L'électricité, ça va nous apporter alors le pétrole également, les 2 sont arrivés après en même temps. Pétrole, électricité, on va encore une fois changer les règles du jeu. Le monde du travail n'est plus le même, on va arriver sur l'industrialisation à proprement parler de la production, avec les célèbres chaînes de montage. Hein, avec plus tard, Taylor, Ford qui vont créer des façons de travailler, le taylorisme, le fordisme. Des nouveautés qui ont apporté des changements assez forts. Encore une fois, la productivité a encore une fois bénéficié de ces technologies. On a le transport individuel qui a fait un gros pas en avant grâce à ça, avec l'automobile entre autres, hein. Et gros impact sur la société, l'exode rural massif pour aller chercher du travail dans ces entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre pour poursuivre cet effort industriel. Là encore une fois, des entreprises ont su se démarquer, ont su, bah, comme on l'a vu, réinventer la façon de travailler, la façon de vendre, la façon de concevoir les produits. On a vu entre autres Ford, premier constructeur automobile de série de masse. On a eu Total, qui a, surfé sur la vague plutôt pétrolière. On a Siemens. Siemens, ils ont eu plusieurs étapes, hein. 1re révolution pour eux, ça a été le télégraphe, puis la dynamo, puis l'alternateur, puis finalement les trains aujourd'hui encore. Donc voilà, c'est une entreprise qui a réussi à chaque fois
à, comprendre qu'il fallait réinventer sa façon de faire pour tirer profit de ces nouvelles technologies. Troisième révolution industrielle, 1970, beaucoup plus récent, l'informatique. L'informatique arrive, ça change tout, on peut faire réfléchir quelqu'un d'autre à notre place et en plus c'est une machine. On arrive à augmenter la productivité, l'informatique, hein, c'est contraction de information automatique, donc augmentation de la productivité, automatisation de la production, on n'est plus limité par des temps de travail et de la fatigue humaine, on peut faire à des machines des choses répétitives, lourdes, difficiles et prendre l'humain pour faire des choses beaucoup plus, sur le cerveau, sur la réflexion, sur la créativité et bien entendu, hein, avec l'avènement notamment de l'internet, l'accès à l'information partout, tout le temps. Donc ça, ce sont des gros changements qu'on a pu observer à partir de 1970 jusqu'à aujourd'hui encore. Donc 3 révolutions industrielles, encore une fois des entreprises qui ont réussi à prendre la bonne direction, à prendre comment réinventer le marché. Le GAFA est un très bon exemple, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui ont changé notre façon de vivre. Aujourd'hui, chercher, on a même inventé un mot, hein, on va googler les recherches. Amazon a révolutionné le transport logistique. Facebook a révolutionné notre façon de vivre une vie sociale. Apple a révolutionné le marketing. D'autres entreprises ont finalement pas réussi à se réinventer. RIM, on pense à RIM, alors Research in Motion, qui était beaucoup plus connu pour leur produit BlackBerry, tentative de renommage d'ailleurs de l'entreprise en BlackBerry pour surfer sur ce produit qui était connu, pour finalement mourir malheureusement, alors que c'était une des premières entreprises à fournir un semblant de smartphone, mais ils n'ont pas réussi à y croire. Kodak, pareil, une des premières entreprises à sortir un appareil photo numérique, ils n'y ont pas cru et aujourd'hui, ils ont fermé. Donc des entreprises comme ça qui ont loupé, ils n'ont pas réussi à se réinventer, à changer leur façon de faire par rapport à la nouveauté, au nouveau contexte de la révolution industrielle. Alors c'était pas forcément dès le départ, il a fallu quelques années, hein, ils sont morts petit à petit malheureusement. Aujourd'hui, le monde a encore changé. On sait qu'il y a depuis donc, cet acronyme, hein, qui est de plus en plus connu, VUCA, VUCA en anglais. Ça date déjà quand même un petit peu, ça date des années 90. Ça a été introduit par, l'US Army War College, qui a décrit le monde avec cet acronyme après l'effondrement de l'URSS. L'URSS, son effondrement a provoqué ce que eux appelaient un monde devenu multilatéral, plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc VICA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. L'idée, c'est pas de vous rappeler encore une fois qu'est-ce que c'est. VICA, on trouve assez de choses sur internet sur qu'est-ce que c'est. Mais concrètement, comment ça va vous impacter dans vos entreprises, dans votre travail? Quelles sont les significations et quelles compétences aujourd'hui on doit développer pour répondre à ce nouveau contexte? Alors si on part sur le premier, volatilité, la volatilité, ça veut dire que tous les projets, les stratégies changent, on l'a vu tout au long de la journée, hein, rien ne saurait durer dans ce monde. Hein, qui aurait pu prévoir par exemple le Covid, hein, et tout l'impact que ça a eu sur nos plans, sur notre façon de travailler, etc. Aujourd'hui, comment faire face à cette volatilité? Eh bien, il va falloir développer notre capacité à changer facilement, voire à pivoter, hein. On peut voir ça avec notamment des approches comme le Lean Startup, hein, savoir pivoter, c'est une des clés du Lean Startup. On va aussi devoir maîtriser notre alors c'est l'anglicisme du Slack et WIP. Alors Slack, vous l'a présenté tout à l'heure un petit peu Olivier. Le Slack, c'est le mou, le jeu dans un système. Tout système a besoin de mou pour pouvoir fonctionner. Ce mou va vous permettre d'absorber tous les imprévus et on sait qu'il y aura des imprévus. Du coup, on doit permettre à avoir, hein, alors ça dépend un petit peu les théories, mais entre 10-20 de mou dans un système pour qu'il puisse fonctionner. Pensez une autoroute, si on la remplit complètement, ah bah, elle bloque. On retrouve des bouchons parce que dès que quelqu'un freine, ça crée des problèmes en cascade et le système bloque. On doit donc se garder, hein, un petit peu de marge pour pouvoir absorber ces aléas. Le WIP, c'est la, work in progress, c'est-à-dire limiter la quantité de travail qu'on a en même temps, ce qui va nous permettre d'avoir moins de stock, moins de choses engagées et donc si on doit changer, moins de coûts du changement. Si on travaille sur 25 projets en même temps et qu'on doit tous les mettre à la poubelle, ça coûte cher. Si on travaille sur 2 projets en même temps et qu'on doit le mettre à la poubelle parce que le contexte a changé, on n'en jette que 2. Donc le WIP, la WIP limit, on retrouve ça en Lean, en Kanban, entre autres.
Ce sont des très bonnes pratiques à développer pour faire face à cette volatilité. Deuxième lettre de l'acronyme, l'incertitude. L'incertitude, ça sera, le manque de visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui qui va nous empêcher, nous rendre difficile des prises de décision sur du long terme. Ça va générer un sentiment d'insécurité. On doit comprendre, nos enjeux, ceux de nos clients, en même temps tester de nouvelles offres et apprendre à tout ça, hein, dans cette incertitude de qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas dire aujourd'hui. Du coup, apprendre à expérimenter, ce sera très important pour arriver à, mettre des informations, de la donnée par rapport à cette incertitude, hein. Ça veut dire prendre de l'information sur les outils, sur les pratiques, sur les retours clients, mettre en place des boucles de feedback, on en a parlé encore aujourd'hui, mettre en place les bonnes métriques. Donc là, je pense à la conférence de Sébastien là-dessus. On va revenir sur un focus client et là, ce sera la conférence de Kim sur la culture produit. Et de manière générale, donner du sens, redonner du sens à ce qu'on fait, sens qui va un peu rassurer et même si on est incertain sur qu'est-ce qu'on doit faire demain, on sait que on va dans un sens qui est connu, qui nous va, qui est aligné avec nos valeurs et qui va permettre de rassurer et dans le brouillard, hein, c'est un peu le phare dans la nuit pour les bateaux, ça va nous permettre, même si je ne connais pas à 1 mètre près où est-ce que je vais, grosso modo la direction. Troisième lettre de l'acronyme, la complexité. La complexité, c'est tout ça entre autres, hein, la multiplication des sources d'informations qui peut provoquer de la confusion, surtout si on a des sons de cloche qui sont dissonants, qui sont pas forcément faux, mais qui sont pas d'accord. Parce que le point de vue est différent, parce que les informations n'ont pas peut-être atteint tout le monde de la même façon, parce qu'il y a des cultures parfois différentes. Faut pas oublier qu'on est dans un monde aujourd'hui mondial, on n'est plus sur des entreprises qui fonctionnent uniquement au niveau local et donc tout ça va complexifier les relations humaines et le travail. Donc on doit apprendre à prendre du recul pour arriver à mieux analyser. Et donc, hein, là, entre autres, hein, l'approche systémique de Palo Alto va vous permettre de modéliser un petit peu ces interactions pour voir où est-ce qu'on a des problématiques, comment les traiter, qu'est-ce qui pose problème à qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, hein, avoir un regard systémique, ça va vous permettre de naviguer dans cette complexité et bien entendu, on va devoir apprendre à naviguer dans un monde complexe et ça, c'est une des grandes forces de l'agilité, entre autres. Dernière lettre de l'acronyme, l'ambiguïté. L'ambiguïté, on va le voir notamment dans la difficulté de certains projets, les mélanges des responsabilités qui peuvent créer de l'immobilisme. On ne sait pas qui doit prendre la décision, on ne sait pas d'où vient finalement le besoin. On a peut-être des ambiguïtés sur qui doit faire quoi demain et pour ça, on va devoir clarifier. On va devoir clarifier les rôles, les process, les responsabilités de chacun, tout en ayant, bien entendu, en tête cette approche pragmatique. Ne pas surdesigner, ne pas prévoir l'usine à gaz au cas où, qui n'arrivera jamais et qui coûtera cher à créer et à entretenir. Cette approche pragmatique doit nous aider à finalement à revenir sur quelque chose de simple, de compréhensible et de non ambigu. C'est notamment éviter l'implicite aussi, hein. Pour tacler finalement l'ambiguïté, c'est prendre des décisions sur des faits. On va pour ça, hein, on peut aller voir du côté de la CNV, donc communication non violente. On peut aller voir également du côté, des métriques, encore une fois, hein, retour sur la conférence de Sébastien sur les bonnes métriques qui vous permettront à prendre des bonnes décisions éclairées en fonction des métriques pertinentes par rapport à la décision à prendre. Et donc on ne s'arrête pas à cette troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, on est bientôt, peut-être aujourd'hui, donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, heu, la quatrième révolution industrielle est en marche, ou va l'être très bientôt. Ça veut dire que, eh bien, on va avoir encore une fois des gros impacts liés à la technologie qui vont révolutionner notre façon de communiquer, de travailler, de vivre. Notamment, on pense à l'après-pétrole et donc la conférence de Lydie sur le produit durable en parlait, hein, entre autres. Et celle-ci de révolution, vous allez voir, elle est beaucoup plus difficile à cerner que les 3 précédentes. Notamment parce qu'elle n'est pas menée par une à 2 technologies fortes qui marquent cette révolution industrielle, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble beaucoup plus disparate, beaucoup moins clair, beaucoup moins marquant finalement, mais qui vont avoir un impact et qui commencent déjà à l'avoir. Le premier, on le voit tous les jours, hein, l'Internet of Things, IoT.
On pense à OK Google, à Siri, à Alexa et cetera, qui sont des assistants personnels, numériques qui font comme des humains. On pense J'ai acheté, il y a pas longtemps un lave-vaisselle avec une application Bluetooth. Quand le lave-vaisselle n'a plus de dosette de lavage, eh bien, il les commande tout seul sur un site marchand. Tout ça va changer notre rapport à l'objet connecté, à l'objet et cetera. C'est certain. Dans quelle mesure? On verra bien, mais c'est certain que ça va changer notre façon de faire et de travailler également. Avec l'IoT, on a d'autres choses qui arrivent. L'IA, hein, intelligence artificielle, donc là, encore une fois, il y a plusieurs grandes écoles, on pourrait faire une conférence uniquement là-dessus. Un exemple, Motobot de chez Yamaha, qui permet non pas de développer des robots qui vont conduire tout seuls les motos, ça n'aurait aucun sens, mais des robots qui pilotent des motos dans le but de concevoir et de régler les motos. Le robot va pouvoir faire 10 tours au millimètre près, repasser toujours au même endroit. Le robot va être capable de pousser dans les retranchements la moto que l'humain aurait peut-être peur de faire, notamment sur sol mouillé. Le robot, s'il tombe et qu'il se casse, bah, ça n'est qu'un robot, c'est moins grave qu'un humain, hein. Il faut savoir que Motobot, sur un tour de circuit, a mis seulement 1 seconde de plus que Valentino Rossi. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le MotoGP, Valentino Rossi, le docteur, c'est déjà le pilote avec la plus longue carrière encore en activité. Puis il a quand même plusieurs titres mondiaux au palmarès, c'est pas n'importe qui. Seulement 1 seconde, ça veut dire que quand même l'IA aujourd'hui est sur des résultats très, très proches de ce que l'humain est capable de faire. L'IA va se baser entre autres sur d'autres technologies comme le big data, le machine learning et cetera et cetera. Ça va encore une fois changer notre façon de vivre et notamment directement avec une autre technologie qui en tire tous les bénéfices et qu'on voit aujourd'hui déjà, la robotique. Ça date pas d'hier la robotique, mais aujourd'hui, l'IA, l'IoT apportent des nouveautés flagrantes qui vont permettre de faire avancer ça, hein. Je pense notamment à ce petit robot qu'on appelle Nao qui vient de chez, la société française Aldébaran Robotics, qui est notamment utilisé pour, travailler avec les enfants qui ont un syndrome de l'autisme, qui va permettre parce qu'on sait que les robots, les enfants auront beaucoup plus de facilité à communiquer avec eux. On a d'autres robots, hein, comme Boston Dynamics qui a développé cette espèce de chien robot qui était censé, accompagner les militaires sur le terrain pour transporter du matériel. Bon, vu le bruit que ça faisait, finalement, ça a été mis au placard. Mais on pense à des robots qui vont pouvoir aider les personnes en EHPAD et notamment le personnel en EHPAD, hein. Est-ce qu'un humain dans un EHPAD, sa plus-value, c'est de ramasser une personne âgée qui serait tombée ou c'est de pouvoir apporter un soutien psychologique à cette personne? Si on considère que c'est le deuxième, la performance physique, la capacité physique d'une personne à soulever une personne âgée qui est en difficulté n'a pas de sens et le robot va pouvoir venir aider là-dedans et donc ça veut dire qu'on va changer demain notre, regard sur qu'est-ce qu'on peut faire, qui peut faire quel métier, comment on va, travailler dans ce monde-là et comment on va communiquer avec un robot. On a eu des exemples assez récemment avec, les attaques sur, Hotmail et Google, hein, la cybersécurité, sur les hôpitaux malheureusement aussi, récemment, hein, avec des attaques, de ransomware. La protection de la vie privée, la protection des données sensibles est un enjeu majeur actuel et à venir. Pareil, ça aura un impact sur notre façon d'être, de vivre, de communiquer, lesquels je ne saurais le dire, sinon, je serais très fort, hein, mais il va falloir le prendre en compte, il va peut-être falloir changer notre façon de faire, plutôt que juste améliorer ce qu'on fait aujourd'hui, mais changer notre façon de faire pour en tirer profit, pour, demain être encore une fois, hein, le but c'est pas juste d'être bon nous-mêmes, c'est en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, comment on peut être meilleur que les autres. Réalité virtuelle ou augmentée? Alors réalité virtuelle augmentée, c'est 2 approches, différentes mais assez proches. Aujourd'hui, on est tous en télétravail, beaucoup en tout cas sommes en télétravail, ça a changé notre façon de vivre, de faire. Aujourd'hui, on sait qu'un chirurgien basé à Paris peut opérer un malade, basé à Chicago, Los Angeles, n'importe où. À partir du moment où ils ont une fibre optique ou un internet haut débit, on peut opérer à distance et ça, c'est quelque chose qui n'était pas concevable il y a quelques années. Ça peut changer complètement notre rapport à l'autre et finalement notre façon de vivre également. On a eu, très récemment la première lentille, hein, lentille de contact avec, écran intégré. Donc, là, on est sur de l'affichage en réalité augmentée qu'on pouvait voir il y a quelques années encore, dans des films de science-fiction. Ça devient de la réalité. Dans quelle mesure ça va impacter notre quotidien? On verra bien.
En tout cas, c'est certain qu'il va falloir, bah, réinventer notre façon de voir, d'appréhender la donnée, hein. Vous imaginez, grâce à ça, on peut croiser quelqu'un dans la rue et grâce à la reconnaissance faciale, savoir qui il est, son âge, son poids, sa mesure, son lien, Facebook, dans quelle société il est, s'il est en couple, pas en couple. Enfin, tout ça va révolutionner notre façon d'interagir avec les gens, non plus que comme avec Facebook en virtuel, mais là en direct, en vrai. On a encore les imprimantes 3D par exemple, hein, l'imprimante 3D aujourd'hui, on l'a vu au début, c'était, un petit peu pour faire joujou. Aujourd'hui, on peut faire des prothèses sur mesure pour des gens qui ont eu des accidents de la vie et qui ont perdu une partie, une main, un bras, une jambe. On peut faire des prothèses sur mesure beaucoup plus légères, des pièces qui n'étaient pas possibles de produire avant, parce qu'on ne pouvait pas creuser à l'intérieur et cetera. Grâce à ça, on peut faire des choses très légères, très robustes, sur mesure, à la demande, à la maison d'ailleurs, hein. Donc ça aussi, ça va, impacter notre vie. Tout ça pour dire que la révolution industrielle, la quatrième, elle est multifacteur. Elle va impacter notre vie, elle a commencé. On va devoir changer de façon de faire. On va devoir révolutionner notre façon de faire et pour ça, je vous conseille quand même, avant de conclure, de parler un peu de psychologie. Dans le changement, il y a plusieurs façons d'envisager le changement et je suis persuadé que la psychologie du mieux va beaucoup mieux marcher. Mais on va voir pourquoi. Finalement, aujourd'hui, on est, sur une économie, on l'a vu, avec Lydie, hein, sur le développement durable, une économie du trop. Aujourd'hui, on est là-dessus. C'est, cette économie du trop, ça va être inflation, obsolescence programmée, consumérisme. Alors le consumérisme, c'est un mode de vie axé sur la consommation, caractérisé par une tendance à acheter systématiquement de nouveaux biens. Hein, c'est toujours acheter plus, 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 plus. Ça, on est d'accord, c'est pas durable, c'est plus possible. La société, on le sent, hein, commence à dire stop à ce genre de pratique. De là, on a 2 stratégies et attention, comme disait, Winston Churchill: «Le changement, c'est maintenant». Ça, c'est quelqu'un d'autre qui le disait. Winston Churchill disait: «Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge». Donc ça ne veut pas dire que le changement va littéralement nous prendre par la gorge, nous tuer, mais en tant qu'entreprise, c'est possible. Si on ne prend pas le changement et qu'on arrivera après, eh bien peut-être que, l'entreprise va se retrouver en difficulté et ne plus survivre. Attention du coup au statu quo, il faut vraiment prendre en compte la situation. De là, 2 stratégies se démarquent. La stratégie du moins, on va vouloir faire, bah, acheter moins, produire moins, consommer moins, polluer moins. Mais ça, le problème, c'est qu'on le voit comme une perte. Hein, ce langage, cette utilisation du langage «moins» va provoquer finalement, bah, j'ai pas envie, ça me fait pas envie, je le sens comme une perte de confort, ça ne va pas m'embarquer, ça va pas embarq quand on leur dit: «Vous allez faire moins, 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 moins», ça va pas les embarquer, ça n'engagera pas les gens. Ça peut être une bonne stratégie, mais il faut qu'une stratégie soit applicable et même si les résultats sont bons, si les gens ne veulent pas y aller, on les aura jamais ces bons résultats. On peut le voir aujourd'hui dans pas mal de publicités pour, les régimes, hein, il y a plus de manger moins, 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 moins. En général, ils vont avoir un autre discours. Ce deuxième discours, ce sera la deuxième stratégie qui, vous l'aurez compris, c'est celle du mieux, hein. Mieux consommer, mieux manger, mieux acheter. Ce principe, c'est finalement celui qui va être le plus engageant, celui qui va vouloir vous donner, bah, de l'espoir vers quelque chose qui va vous donner envie. Plus efficace, meilleure efficience, donc l'efficience, c'est l'efficacité à moindre effort, hein, mais avoir de meilleures conditions de travail, ça ne veut pas dire moins travailler, ça peut être dire moins travailler, mais ce sera finalement un levier. Moins travailler, ça ne sera pas forcément un objectif qui va donner envie. Ce qui donnera le plus envie, c'est mieux travailler, faire des produits de meilleure qualité, mieux adaptés aux besoins de mon client, de mon utilisateur, mieux adaptés au contexte social et écologique actuel. Donc c'est ça la stratégie du mieux, c'est le principe. L'intérêt, hein, c'est déjà qu'on va faire appel à l'intelligence des individus. On va leur demander de chercher quelque chose qui change les règles du jeu. Donc on revient sur le tout début de la conférence, hein, changement de type 2, comment changer les règles du jeu pour aller vers l'objectif.
Donc on est d'accord, si vous n'avez pas d'objectif, comme disait Grégoire, peu importe le chemin si on ne connaît pas la destination. Donc c'est très important déjà de connaître vers où on veut aller et pour ça, il faut être prêt à changer de système s'il faut. Encore une fois, c'est pas obligatoire. S'il faut, on doit se dire: «OK, comment je change les règles du jeu pour y arriver?» Donc l'objectif étant de présenter, hein, une dynamique enviable et également une meilleure répartition des investissements. Le but n'étant pas de réduire les investissements, mais de mieux répartir le budget qu'on a sous la main. Un exemple, hein, par exemple de changement de discours, on le retrouve dans l'association pour laquelle, SOAT reversera l'intégralité des bénéfices de cette conférence, Rainforest Action Network. Vous avez leur site web qui est là, leur vision, elle est directement dans cette stratégie du mieux. Donc je vous le traduis, à la volée en français, donc sauf le nom, Rainforest Action Network travaille vers un monde où les droits et la dignité de toutes les communautés sont respectés et où des forêts en bonne santé, un climat stable et une, biodiversité sont protégés et célébrés. On ne parle pas de moins consommer, on ne parle pas de moins polluer, on ne parle pas de moins couper les forêts. Vous voyez, la différence, elle est là, hein, c'est que ça, c'est un avenir, un objectif enviable qui fait rêver et qui n'est pas ressenti comme: «On va m'enlever des acquis que j'ai aujourd'hui». Eh bien, dans notre stratégie de changement, on doit penser pareil. Pour conclure, si on peut résumer un petit peu, il y a pas mal d'ambitions dans cette révolution. On en a vu aujourd'hui, principalement 4, hein, donc les 4 grandes thématiques de cette, conférence. Il y en avait d'autres, bien entendu, on ne pouvait pas tout couvrir, mais redonner du sens, ça sera une ambition également. Redonner du sens à la valeur, ça veut dire, la valeur de l'entreprise, quelles sont les valeurs défendues par l'entreprise? Quelles sont les valeurs de mon client? Qu'est-ce qui a de la valeur pour mon client? Quelles sont les valeurs environnementales, sociétales, et cetera? Donc redonner du sens. Deuxième ambition, redonner du sens à l'humain. Donc ça veut dire retravailler les politiques RH, peut-être? L'humain n'étant pas une ressource mécanique, comment peut-on remettre au sens l'humain dans l'entreprise? On va travailler sur les parcours de carrière, de formation, et cetera, et cetera. Donc ça, ce sont des choses, hein, que, aujourd'hui, on doit repenser, on doit remettre sur la table. On n'en a pas parlé précisément aujourd'hui, mais ça fait partie des ambitions de cette révolution industrielle. On va devoir redonner du sens à la collaboration. Ça veut dire, et on l'a vu avec Valérie, revoir les contrats, par exemple. Les contrats avec les prestataires, les contrats entre entreprises, entre équipes, entre services. Donc tout ça, ça fait partie de la collaboration. On va devoir y remettre du sens. Remettre du sens dans la gestion du budget. Ça veut dire, donc on l'a vu, hein, beyond budgeting, un mouvement, le no estimate, qui est non pas contre l'estimation, mais une remise en question du l'estimation sert à une prise de décision. Dans la dernière version de Safe, la 5.1, ils ont rajouté le participatory budgeting. Là aussi, comment remettre la gestion du budget, non pas comme, le pilote, mais comme étant un des leviers du développement d'une entreprise en entier. Et le dernier finalement, redonner du sens au travail. On parle de leadership, de management, de vision, de télétravail aujourd'hui, hein, vachement, à la mode, pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Donc tout ça, ce sont les ambitions de cette quatrième révolution industrielle. Quel est votre avis à vous? Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sont déjà en cours et j'espère que, du coup, vous allez les faire avec nous peut-être. C'est donc la fin de cette conférence. Je remercie tous nos speakers SOAT. Donc je vais pas commencer par moi-même, mais Grégoire, Eddy, Kim, Lydie, Olivier, Sébastien, Yaya qui ont animé des conférences aujourd'hui. Conférence que vous retrouverez sur YouTube d'ici quelques jours, semaines, je vous le rappelle. Un très grand merci à nos speakers invités, Emmanuel, Fabrice, Fabrizio, Valérie, qui ont fait l'effort de se rendre disponibles pour nous. Merci à vous. J'espère que vous avez vu leur
retour table ronde où Rex gère tes gaz pour Valérie. Encore une fois, vous les retrouverez sur YouTube plus tard. Et finalement, si tout ça vous a donné envie de travailler avec nous, et je l'espère, on pourrait tout à fait se recontacter par, cette adresse mail, hein, contact@swat.fr. J'imagine qu'aujourd'hui, nous contacter, ça ne doit pas être trop difficile, hein, réseaux sociaux, adresse mail, le Discord et cetera. Vous avez tout à votre disposition pour qu'on vous accompagne sur business agility, management leadership, transformation, performance d'équipe et cetera et cetera. Merci à tout le public qui a été là sur toute la journée.